Did you have to sign in though? Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Protéger votre santé, se préparer à la saison de la grippe à l'ère de la COVID-19. Malheureusement, Russell ne peut pas être avec nous aujourd'hui, alors je le remplacerai. Je m'appelle Jeanette Prorock et je suis gestionnaire des initiatives et projets spéciaux au Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées. J'aimerais tous vous remercier d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire et je voudrais remercier tout particulièrement les panélistes d'avoir passé ce temps avec nous aujourd'hui pour nous parler de leurs connaissances sur ce sujet important. La mission du Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées est d'améliorer les soins destinés aux personnes âgées et fragilisées et d'offrir du soutien à leurs proches aidants. Les vaccins contre la grippe et tous les autres vaccins sont des outils essentiels pour améliorer les soins aux personnes vivant avec la fragilisation. L'immunisation fait d'ailleurs l'objet de notre campagne Éviter la fragilisation, qui encourage une bonne alimentation, une médication appropriée, la vaccination, un bon sommeil, le maintien des liens sociaux et l'activité physique. Nous allons maintenant passer aux discussions. Je voudrais commencer par vous présenter notre animatrice, Mme Annick Giguère. Annick Giguère est professeure au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université Laval à Québec. Elle est également chercheuse à Vitam, centre de recherche en santé durable, ainsi qu'au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec. Elle étudie la conception et la mise en œuvre de programmes éducatifs et d'aide à la décision qui permettent aux personnes âgées de prendre des décisions en matière de santé fondées sur des faits probants ainsi que sur leur expérience et leurs valeurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Annick. Bonjour Jeannette, merci beaucoup de cette introduction. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire qui va vous permettre de faire le point sur les meilleures connaissances scientifiques concernant la grippe, ce qui explique qu'elle affecte plus les personnes âgées. Puis, on va voir aussi comment la vaccination permet aux gens de rester en bonne santé. Puis, nos invités vont aussi nous mettre un peu en perspective la situation de pandémie de COVID-19 actuelle. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord vous inviter à… Ah oui, avant tout, je voulais vous… un instant, je vais changer de diapo. Pardon. Donc, le webinaire s'inscrit dans les activités du Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées qui vise, entre autres, à encourager l'adoption de comportements pour prévenir la fragilisation. Donc, le réseau fait la promotion, comme vous voyez aujourd'hui, de la vaccination, mais il y a plusieurs autres comportements qui ont fait leurs preuves comme facteurs qui permettent de diminuer les risques de la fragilisation. Donc, il y a équilibrer son alimentation, vérifier ses médicaments, l'immunité, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, tenter de bien dormir. Je vois qu'il y a plusieurs coquilles dans la diapo, je suis désolée, j'aurais dû revérifier ça. Entretenir des bons liens, puis rester actif. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller au site Internet du Réseau canadien. Vous voyez l'adresse en anglais ici, mais l'information est aussi présente en français sur le site Internet. Donc, sans plus tarder, je vous présente d'abord notre première… je vais vous présenter nos 3 panélistes, puis ensuite, ça va être à leur tour de vous faire leur présentation. Donc, d'abord, la Dr Maryse Gay, qui détient un doctorat en médecine et un diplôme d'études spécialisées en santé communautaire de l'Université de Sherbrooke, ainsi qu'une maîtrise en santé communautaire. En plus de ça, je dirais que Mme Gay, la Dr Gay, pardon, est actuellement rattachée au département de santé publique de l'hôpital Charlemagne
et elle pratique comme médecin conseil à la direction de santé publique de la Montérégie, du CIS de Montérégie Centre et à l'Institut national de santé publique du Québec. Elle est aussi membre du Comité sur l'immunisation du Québec depuis 2000. En deuxième volet, donc, on va avoir une présentation du docteur Tamas Fulop, donc, qui est médecin, professeur de médecine et de gériatrie et chercheur principal au Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université de Sherbrooke. Il est directeur adjoint du Centre de recherche sur le vieillissement et membre du programme d'immunologie des cycles supérieurs. Et en troisième volet, on aura une présentation du docteur Marcel Aymon, qui est spécialiste en médecine d'urgence, professeur au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université Laval à Québec. Et à titre de clinicien-chercheur chevronné, il fait des recherches sur les soins aux aînés avant, pendant et après leur séjour dans les urgences. Donc, sans plus tarder, je vais inviter la Dr Gay d'abord à se joindre à moi, Dr Gay. Si vous voulez activer votre... Moi, je vais arrêter mon partage et j'arrête mon partage maintenant. Alors, à vous, Dr Gay. Bonjour à tous. Merci de votre invitation. Ça me fait grandement plaisir de vous parler aujourd'hui, bien sûr, de la vaccination contre la grippe, mais la vaccination contre la grippe dans un contexte plus large. Donc, prochaine diapo, next slide. Les objectifs que je me suis donnés aussi en accord avec les organisateurs de la conférence, c'est de vous brosser un portrait du fonctionnement du vaccin contre la grippe, de vous décrire les données de couverture vaccinale, donc, et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la couverture vaccinale tantôt, et aussi identifier les mesures pour se protéger contre la grippe et la COVID-19. Next slide. On commence par parler du virus, de la grippe et du vaccin. Alors, en gros, le virus de la grippe, le virus influenza, son nom plus scientifique. On connaît deux grandes sortes du virus qui affectent l'humain, qui donnent des problèmes chez l'humain. C'est surtout le virus A et B. Et surtout pour le virus A, on connaît deux substances chimiques, donc des glycoprotéines à la surface, donc au-dessus du virus, qui sont le H et le N. Et puis, vous allez peut-être, ça va sonner des cloches pour vous, le H et le N. Hein, vous vous souvenez, quand on a eu la pandémie en 2009, on disait la pandémie de H1N1, bien, c'est à cause justement de ces glycoprotéines qui s'appellent hémagglutinine et neuraminidase. Mais pas besoin de retenir ça. C'était pour vous caractériser le virus et puis pour vous montrer un peu comment ça fonctionne pour préparer le vaccin en lien avec le virus. On sait que le virus contre la grippe et les deux virus sont des virus qui sont vraiment astucieux parce que pour essayer de déjouer notre système immunitaire, ils changent régulièrement, ils font des mutations. Et ces mutations-là font en sorte qu'il y a une part d'imprévisibilité par rapport au vaccin qu'on doit préparer parce qu'on doit essayer de supposer quel virus va circuler dans la saison qui vient et on doit donc préparer les vaccins à l'avance en fonction de ce qu'on pense qui va arriver. Donc, ça nous amène à avoir un nouveau vaccin à toutes les années parce que le virus change. Donc, c'est de là la nécessité de se faire vacciner à toutes les années. Pour cette année, le vaccin, comme ici je vous l'illustre, c'est le contenu du vaccin. Vous voyez qu'il y a 2 souches A et 2 souches B, puis le reste du nom du vaccin, c'est en fonction des caractéristiques de laboratoire de ce virus-là. Mais si vous voyez le premier, là, le A Hawaii, il finit par H1N1, c'est parce qu'il ressemble au virus de la pandémie, PDM, de la pandémie de 2009. Alors, en fonction de ce vaccin qu'on prépare, next slide, please. On prépare un vaccin et cette année, là, je vous donne les vaccins qui sont disponibles dans le cadre du programme gratuit au Québec pour cette année. Donc, il y a quatre vaccins, Flulaval, Fluzone haute dose et Flumist quadrivalent. Vous voyez, donc Fluzone et Flumist quadrivalent, c'est parce qu'on couvre 2 souches de A et 2 souches de B, comme je vous l'ai montré dans la diapo précédente. Pour nos auditeurs qui sont des autres provinces, il peut y avoir des variations dans les vaccins qui sont disponibles, mais ils sont tout aussi bons et efficaces les uns que les autres. Next slide, please.
Dans la part d'imprévisibilité dont je vous parlais, il y a aussi le virus, bon, il change à toutes les années, mais ses caractéristiques aussi changent. Ils font en sorte que parfois, il commence à circuler, à donner des épidémies ou des éclosions très tôt dans la saison et parfois, c'est plus tard dans la saison. Dans cette diapo ici, ce que je vous illustre, c'est les données de surveillance qu'on a obtenues l'an dernier dans le cadre d'un projet de recherche. Et si vous voyez en vertical, ce sont des nombres de cas et en horizontal, ce sont les semaines de l'année. Et ces semaines-là suivent à peu près là, les semaines. Donc, vous voyez que à peu près dans le milieu du graphique, là, la semaine 1, ben, c'est la première semaine en janvier. Donc, on se retrouve ici dans ce graphique-là des semaines où le virus circulait entre la semaine 44, qui correspond à peu près en octobre, jusqu'à plus tard dans l'année. Alors, vous voyez que l'année passée, ici, vous voyez dans chacune de ces barres-là, il y a les lignes, là, donc si on regarde la légende, les barres vertes, c'est pour caractériser le virus A qui circulait l'année passée. Les barres bleues, l'influenza B. Donc, la verte, c'est le AH1N1. Le rose, c'est AH3N2 et ainsi de suite. Donc, pas besoin de retenir tout ça, mais c'est un peu pour vous expliquer à quoi je vais arriver avec ce graphique-là. C'est pour vous montrer que l'année passée, bien, le virus a commencé à circuler en octobre et a causé des nombres de cas ici. Non, c'est pour ce programme de surveillance spécifique, mais ça correspond, vous voyez qu'il y a une certaine courbe avec une montée. Donc, le virus a commencé à circuler en octobre et puis on s'est retrouvé autour du temps des fêtes et un peu plus loin, là, en janvier, avec le gros de l'épidémie annuelle. Par contre, si on regarde la diapo suivante, next slide, please. Bien, on a ici les données de surveillance de la grippe de cette année. Donc, alors vous voyez la semaine 35, puis on est autour, si on reprend avec les mêmes semaines, vous voyez, c'est le même genre de graphique avec en bas dans la barre horizontale les semaines. Donc, autour de la semaine 43, là, on a quelques cas. Bon, ce n'est pas tout à fait le même genre de graphique, mais c'est pour vous illustrer que cette année, le virus, il semble moins précoce. En tout cas, ce qu'on voit présentement, c'est qu'il est très, très peu présent actuellement. Alors, c'est pour vous montrer que cette imprévisibilité par rapport au virus de la grippe, non seulement cette imprévisibilité-là arrive par rapport aux souches qui vont circuler, mais aussi par rapport à la période où le vaccin va circuler. Next slide, please. Encore la même chose aussi que je vous illustre, mais ici, c'est par rapport à la surveillance des gens qui ont des symptômes qui ressemblent à la grippe. On appelle ça en anglais le ILI, donc un syndrome qui ressemble à la grippe, bon, avec de la toux, le maux de gorge, on ne se sent pas bien, de la fièvre. Et vous voyez dans ce même genre de graphique, donc, on voit dans la barre verticale, ce sont la proportion des visites chez les médecins dans un programme de surveillance spécifique, la proportion des visites qui correspondaient à des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe. Alors, vous voyez dans ce graphique-là, on a encore dans la barre horizontale les semaines. Et ici, ce sont des données des dernières années qui sont juxtaposées aux données de cette année. Alors, vous voyez, dans la première partie des courbes, vous voyez en pointillé, ça, c'est à peu près la moyenne des visites qu'on voit pour les 6 dernières années. Et dans la zone ombragée, bien, ça correspond à peu près à ce qu'on voit en gros, au point de vue statistique, ce qui recouvre ces périodes-là. Donc, on voit en gros qu'habituellement, en octobre, on voit que la grippe commence et puis autour du temps des fêtes, janvier, bon, on a le maximum de la courbe et puis après ça continue à diminuer. Mais cette année, par la surveillance des gens qui ont des symptômes qui ressemblent à la grippe, mais on voit que la proportion de ces visites-là sont quand même très faibles. Alors, ça corrobore le graphique que je vous ai présenté dans la diapo précédente. Vous voyez donc que cette année, la grippe, elle ne circule pas encore beaucoup. Next slide, please. Donc, maintenant, si on arrive par rapport au virus, bien, qui on doit vacciner? Et ici, je vous fais état des recommandations du programme de vaccination au Québec, qui a beaucoup de ressemblances avec ce qu'on retrouve dans l'ensemble des provinces canadiennes. Donc, ce qu'on recommande, c'est de vacciner les personnes âgées de 75 ans et plus. Donc, les personnes qui sont à risque de complications de la grippe,
personnes plus âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques. Donc, vous voyez parmi les personnes âgées de 6 mois à 74 ans. Et vous voyez en dessous, à la puce suivante, dans les gens qui ont des problèmes cardiaques ou des problèmes au niveau des poumons, des gens qui ont besoin d'un suivi médical régulier pour ces problèmes-là, d'autres problèmes de santé chronique comme un problème de diabète, d'obésité importante, des problèmes avec le foie, des problèmes avec les reins, des problèmes avec certaines maladies du sang, des gens qui ont déjà eu un cancer ou qui sont porteurs d'un cancer, des gens qui sont atteints de déficit immunitaire, donc où le système immunitaire ne fonctionne moins bien. Donc, c'est en gros les groupes qu'il faut vacciner. Il y a plusieurs autres groupes plus restreints, mais je vous présente ici les groupes les plus importants pour lesquels le programme vise à protéger. Next slide, please. Donc, ici, encore plus en détail, donc les enfants, et là, on n'ira pas auprès de chacun parce que ça vous touche moins, mais vous voyez qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont visées par le programme de vaccination par la grippe parce que ce sont toutes des personnes qui peuvent être protégées. Next slide. Maintenant qu'on en connaît un peu plus sur le vaccin lui-même et sur le virus, voyons qu'est-ce que c'est les couvertures vaccinales. Donc, ce que ça veut dire, c'est quelle est la proportion de personnes qui se font vacciner contre la grippe. Alors, pour calculer des couvertures vaccinales, ici, pour les gens qui sont versés en mathématiques, ce qu'on fait, c'est une proportion entre les personnes qui sont vaccinées parmi les personnes qui sont visées dans des groupes particuliers et on multiplie par 100 pour arriver à des pourcentages. Donc, next slide, please. En proportion, ici, ce sont des données canadiennes, des données d'enquête de l'année passée. On voit que dans les différentes courbes, différentes barres plutôt, vous voyez dans la barre verticale, c'est la proportion de gens qui sont vaccinés et vous voyez dans la barre horizontale différents groupes et c'est en fonction de 3 années, donc les 3 campagnes de vaccination. Et vous voyez la dernière année qui est en gris. Donc, l'enquête a été faite en 2019, donc nos données remontent pour 2016, 17, 17, 18 et 18, 19. Donc, vous voyez, pour les personnes, en gros, pour les personnes de 18 ans et plus, il y a à peu près 42 des Canadiens qui sont vaccinés. Mais si on regarde plus par rapport aux personnes plus âgées, on voit que, moi, je ne vois pas bien avec ma diapo. Attendez, je vais booster mon écran. OK. Donc, autour de 70 des personnes âgées de 65 ans et plus au Canada, donc plus de 70 autour de 70 des Canadiens sont vaccinés. Par contre, pour les personnes qui ont des problèmes de santé chronique, bien que la proportion soit en augmentation d'une année à l'autre, mais malgré que ce ne soit pas, bon, les différences peuvent être expliquées seulement par le hasard, mais autour de 40 des Canadiens qui ont une maladie chronique sont vaccinés contre la grippe. Next slide. Si on regarde maintenant les données pour le Québec, ça ne touche pas les mêmes années. Bon, mais ça va. Au Québec, on a des enquêtes à tous les 2 ans. Donc, mais c'est un graphique semblable. Vous voyez donc dans la barre verticale la proportion de gens vaccinés et les années pour chacune des barres. Donc, vous voyez maintenant, dans la dernière enquête qui a été faite en 2019, qui a été faite en 2019 pour la campagne 2017-2018, il y a à peu près 50 des Québécois de 60 ans et plus qui ont été vaccinés. Next slide. Et pour le même genre de graphique, maintenant, pour les personnes atteintes, les personnes qui vivent avec une maladie chronique, les personnes âgées de 18 à 59 ans, la proportion est plus faible. On regarde pour la dernière année, c'est autour de 20 seulement des personnes atteintes de maladies chroniques qui sont vaccinées. Alors, le message là-dedans à retenir, c'est que même si on a un vaccin très efficace et qui fonctionne bien et qui pourrait protéger ces personnes, bien, entre autres par rapport aux malades chroniques, on a encore des croûtes à manger et on devrait encore plus promouvoir la vaccination chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Next slide. Maintenant, quelles sont les mesures qu'on peut appliquer pour se protéger contre la grippe et aussi contre la COVID? Parce que, étant donné que ce sont 2 virus, vous savez que la COVID, c'est causé par un virus, la grippe par un autre virus, donc des virus qui sont différents, mais qui s'attrapent et qui se propagent à peu près de la même manière, soit par des gouttelettes qu'on transmet quand on parle ou quand on s'éternue ou quand on tousse, et aussi quand les gouttelettes vont sur les objets. Et on parle aussi de plus en plus de possibilités de transmission de la COVID, surtout en aérosol, donc des petites gouttelettes, mais la transmission principale, c'est vraiment par des grosses gouttelettes. Donc, next slide.
Alors, pour se protéger contre ces deux virus, évidemment, ce sont les consignes sanitaires qu'on connaît tout le monde. Alors, en plus de la vaccination dont on vous a parlé, dont on va vous parler encore tantôt, évidemment, on surveille les symptômes, on suit les consignes, on se lave les mains régulièrement, particulièrement quand on vient de l'extérieur. On observe les règles d'hygiène quand on tousse ou on éternue. Donc, on se couvre le nez, on se couvre le bras pour réduire la propagation des germes. Si on utilise des mouchoirs, bien, on les jette après et on se lave les mains. Et si évidemment, on évite d'avoir des contacts avec les personnes plus vulnérables, donc des personnes qui sont plus âgées et des personnes qui ont un système immunitaire affaibli. Next slide. Les autres consignes, évidemment, c'est si on est malade, on évite les contacts avec les personnes vulnérables. On évite les contacts directs pour les salutations. On maintient nos distances à 2 mètres, 6 pieds, pour que les autres personnes qui vivent sous notre toit ben, ne soient pas atteintes si jamais on a des symptômes. On porte un masque ou un couvre-visage. Et quand on va dans les transports en commun, on couvre le visage et on limite nos déplacements. Maintenant, next slide. Maintenant, un autre élément qui est important aussi pour se protéger, c'est la vaccination contre le pneumocoque. Durant la saison de la grippe, bien, il y a aussi la bactérie. C'est une autre sorte de microbe qui peut affecter les personnes plus âgées et les personnes qui ont des problèmes de santé chronique. Donc, on recommande aussi la vaccination contre le pneumocoque. Et vous revoyez ici un graphique qui ressemble à ce que je vous ai montré tantôt. Donc, la proportion de personnes vaccinées, des couvertures vaccinales contre le pneumocoque. Et vous voyez que, encore là, il y a seulement à peu près 50% des gens de 65 ans et plus au Québec qui sont vaccinés. Donc, c'est une mesure qu'il faut encore préconiser pour mieux protéger les personnes qui sont porteuses, qui sont atteintes, qui vivent avec une maladie chronique ou les personnes âgées. Next slide, please. Et donc, ce que je vous ai montré tantôt, la diapo précédente, c'est les données du Québec. Maintenant, les données canadiennes qui viennent de la même enquête dont je vous ai parlé tantôt. Alors, si on regarde par rapport toujours à la vaccination contre le pneumocoque, si on regarde pour les personnes atteintes, les personnes qui vivent avec une maladie chronique, vous voyez, pour tout le monde ensemble, les personnes de 18 à 64 ans, il y a seulement le quart des Canadiens qui sont vaccinés, donc parmi les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Et cette proportion-là est semblable chez les hommes que chez les femmes. Par contre, si on regarde chez les Canadiens de 65 ans ou plus, bien, c'est 58% des personnes qui sont vaccinées. Et par contre, on voit qu'il y a une proportion plus grande de femmes que d'hommes, donc encourager la vaccination contre le pneumocoque, tant chez les hommes que chez les femmes, mais particulièrement encore chez les hommes. Next slide. Alors, pour conclure, évidemment, pour se protéger sa santé et se préparer à la saison de la grippe, c'était important, particulièrement en ces temps de COVID, de bien se protéger avec la vaccination. La vaccination contre la grippe, c'est un excellent moyen de prévention et puis mes collègues vont vous en parler un peu plus en détail tantôt. Encourager la vaccination et évidemment ne pas négliger les autres mesures qui sont aussi très importantes parce que la vaccination, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Et donc, il est important d'appliquer l'ensemble des mesures. Next slide. Alors, je termine là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute et je serai disponible pour vos questions dans la période de questions tantôt. Merci beaucoup. Un grand merci, Dr. Gay. Justement, je voulais juste mentionner là, pour les questions aussi, vous avez dans le bas de votre écran, tout le monde, là, vous avez Est-ce que vous m'entendez? Ah, Oui, pardon. oui, on vous entend très bien, allez-y. Je suis désolée, ça l'a fait comme un drôle d'affaire dans mon écran. OK, tant mieux. Bon, donc, dans le fond, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans le bas de votre écran, vous avez un endroit pour poser vos questions. Alors, n'hésitez pas. Tantôt, on va prendre le temps là, de répondre aux questions de tous. Donc, je vais sans plus tarder inviter le Dr. Fulop. Merci beaucoup, Dr. Fulop, d'être présent. En plus de ce que j'ai décrit tout à l'heure sur votre carrière, je voulais juste mentionner que vous êtes aussi membre du programme d'immunologie des cycles supérieurs, président de la Société québécoise de gériatrie. En fait, c'était de 2007 à 2012. Et vous avez obtenu votre diplôme de médecine de Genève, mais votre doctorat de l'Académie hongroise des sciences. Donc, c'est là l'origine de votre nom. Justement, je me demandais tout à l'heure de quelle origine ce nom était.
Votre recherche porte sur les changements de la réponse immune des cellules T phagocytaires et le mécanisme de l'inflammation avec le vieillissement et les maladies liées à l'âge chez les humains, démence, maladies cardiovasculaires. Donc, sans plus tarder, je vous remercie beaucoup, Dr. Fulop, et je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité aussi pour cette très gentille introduction. Donc, on va essayer de... Voilà. Donc, voilà, ma présentation va être sur le grippe et le vaccin antigrippaux chez la personne âgée dans un contexte de pandémie. Et l'objectif sera vraiment d'essayer de vous convaincre qu'il faut vacciner contre la grippe, peut-être d'autres choses aussi, mais que c'est extrêmement important chez la personne âgée. Ça, c'est la divulgation de mes conflits pour les soutiens, subventions, conférenciers et frais de consultation. Voilà, ici, vous voyez que même en pandémie, on est obligé de se penser à d'autres virus aussi, pas seulement à la COVID ou le SARS-CoV-2, parce que même si le docteur Guy vous a montré que ça circule un peu moins bien, mais on est sûr que ça va circuler un peu plus tard et il faut se protéger. La grippe et l'influenza. Donc, vous voyez ici, et le docteur Guy m'a facilité la tâche parce que vous avez ici certains concepts qu'elle a déjà abordés et qui sont vraiment au niveau de l'infectivité de la grippe ainsi que des mesures qu'on doit prendre pour éviter d'être infecté et que finalement aussi, cela ressemble beaucoup à ce qu'on entend et à ce qu'on voit dans la COVID-19. Donc, il y a des communalités entre les différents virus qui sont à l'œuvre par ces moments comme en hiver ou maintenant aussi en été. Donc, les adultes de 65 ans et plus sont à risque très élevé de développer la grippe et aussi ses complications dues à certains états qui sont liés au vieillissement. Notamment, il y a un changement dans notre système immunitaire avec l'âge et surtout avec toutes les agressions qu'on a pu avoir pendant notre vie. On a comme une sorte d'immunobiographie qui fait que notre système immunitaire va refléter ce qu'on a eu pendant notre vie et quelquefois, ça nous désavantage pour avoir de nouvelles rencontres avec des virus et pouvoir les combattre. De plus, nos personnes âgées ont aussi une certaine nombre de maladies chroniques, notamment 53% disent qu'ils ont au moins un problème de santé chronique, comme vous voyez ici, l'asthme, cancer, maladie pulmono-obstructive chronique, diabète, etc. Donc, en somme, cela les rend aussi plus vulnérables à certains types d'infections. Donc, la grippe est très importante. Ce n'est pas un simple rhume. Vous voyez ici certaines caractéristiques qui sont plus fréquentes, très communes dans la grippe et qui le différencient du rhume. Mais le plus important, c'est que dans le rhume, il y a très peu et pratiquement jamais de complications, tandis qu'avec l'influenza, on a souvent des complications qui peuvent être très graves, comme la pneumonie, l'exacerbation des maladies chroniques, l'hospitalisation, voire aussi le décès, comme on verra plus tard. Vous voyez ici les répercussions sur le système de santé canadien. Ce sont des chiffres réellement très importants à se souvenir quand on parle de la grippe, qu'il y a 175 000 visites en salle d'urgence, 12 000 admissions à l'hôpital et 3 500 personnes meurent chaque année à cause de la grippe qui est une maladie évitable par la vaccination. Donc, il est vraiment bien se rappeler qu'on meurt encore d'une maladie qu'on peut prévenir facilement avec la vaccination. Évidemment, un des problèmes, c'est l'hospitalisation et la mortalité. Vous voyez ici que les personnes âgées sont à peu près 15% de la population canadienne. Par contre, il y a 70% d'hospitalisation qui représentent ainsi que 91% des décès qui sont reliés à la grippe influenza.
Et la moitié de ces décès survient dans les centres d'hébergement ou de soins de longue durée, communément appelés CHSLD. Et le taux de vaccination a déjà été abordé par le Dr Gay. Vous voyez ici qu'il y a des complications de santé directes et indirectes qui sont reliées finalement à la grippe, comme les maladies respiratoires et surtout des pneumonies, et des pneumonies qui peuvent être aussi virales ou bactériennes. Vous avez l'infarctus aigu, vous avez des encéphalopathies et aussi des pertes de fonctionnalité. Et évidemment, le risque de décès est comme 20 fois plus élevé chez ceux qui sont atteints de maladies chroniques respiratoires et maladies cardiovasculaires. Donc, ils sont vraiment très désavantagés quand malheureusement la grippe frappe. Mais un des problèmes, c'est la réduction fonctionnelle. Même si on est hospitalisé et on survit, il peut y avoir des problèmes au niveau de la perte d'autonomie, ce qui fait réellement le plus peur aux aînés canadiens quand on leur a demandé qu'est-ce qui est le plus disons, important lorsqu'ils ont eu la grippe, et de ses conséquences, c'est certainement la perte d'autonomie. Et ça peut être vraiment très handicapant sur une longue durée. Vous voyez ici très clairement quel est le cheminement de quelqu'un qui pourrait être chez lui en pleine forme, se préparant pour un jogging, se retrouvant sur un lit d'hôpital à cause de la grippe qui, je vous rappelle, est évitable par la vaccination, et que même avec certains problèmes de vieillissement habituels, normalement, on peut se retrouver lors d'une hospitalisation, lors de l'invalidité, jusqu'à la dépendance, car 15% des personnes âgées hospitalisées pour la grippe souffrent d'une invalidité catastrophique dont ils n'avaient aucun problème avant, et que, comme vous voyez, ce qui est ici en jaune, c'est à peu près 30% des gens qui vont se retrouver après un épisode de grippe, soit dans une résidence pour personnes âgées, voire plus grave, dans un CHSLD. Donc, même quand ça paraît chez une personne en bonne santé, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc, la vaccination est le moyen le plus efficace pour prévenir la grippe et ses complications. On a entendu que c'est très important, autant du point de vue de l'Organisation mondiale de la santé que par l'Agence de la santé publique du Canada ou ici au Québec. Je ne vais pas revenir là-dessus que le taux visé pour la vaccination est 80%. Comme vous voyez, et le Dr Gay vous a présenté, on est loin au Québec de ça. Il faut aussi dire que souvent, on entend qu'on ne va pas se faire vacciner ou on ne recommande pas la vaccination parce que chez la personne âgée, bien que c'est le moyen le plus efficace pour prévenir la grippe, mais les vaccins antigrippaux sont généralement moins efficaces chez les adultes âgés de 65 ans et plus par rapport à des personnes jeunes. Évidemment, quelquefois, ce n'est pas juste le fait d'éviter une maladie qui est le plus important, mais comme on verra aussi par rapport à des complications. Donc, justement, je vous présente ici que ça va vraiment diminuer la sévérité de l'infection de l'influenza, ce qui est déjà très important. Donc, il y a déjà une diminution au niveau de la mortalité intra-hospitalière, l'admission au niveau des soins intensifs, aussi le temps qu'on va passer aux soins intensifs et aussi au niveau de l'hôpital, ce qui va éviter finalement la dépendance, l'invalidité chez les personnes âgées. Ça, le docteur Gay a couvert quelles sont les composantes du vaccin cette année. Ça, c'est des recommandations de la vaccination antigrippale chez les adultes de 65 ans et plus. On a vu pour le Québec, mais ça, c'est vraiment lorsque possible. Au niveau individuel, on essaye de recommander le trivalent aux doses, contrairement au juste de la dose standard et le plus important aussi, peut-être le quadrivalent dose standard. Au niveau de la santé publique, n'importe lequel que le Dr Gay vous a présenté peuvent être administrés. Ça, c'est la même chose que le Dr Gay vous a présenté, donc c'est gratuit pour les personnes âgées, peu importe leur état de 75 ans et plus. Ici, quelques
complications qu'on peut avoir lors de la vaccination, c'est la douleur, surtout qui arrive au niveau local. Il y a très, très peu d'autres choses qu'on peut avoir. Et une chose est absolument certaine, il n'y a personne qui peut avoir l'influenza quand on a un vaccin contre l'influenza. J'aimerais quand même vous présenter rapidement que quand on compare la haute dose trivalent au standard dose trivalent, il y a quand même une diminution importante de l'hospitalisation de toute cause, des problèmes sérieux cardio-respiratoires et aussi de la pneumonie qui est très substantielle pour diminuer ces complications chez la personne âgée. Donc, ça a été démontré la supériorité de ce vaccin dans plusieurs études pour la prévention de toute cause, des causes cardio-respiratoires ou de pneumonie pour des hospitalisations durant cette saison d'influenza. Donc, la plupart du temps, on recommande les vaccins contre l'influenza de haute dose et on espère qu'avec la généralisation de ce vaccin, on pourra diminuer les complications chez les personnes âgées. Donc, en somme, il faut vacciner, peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on peut dire sur l'état des personnes âgées, soit au niveau immunitaire, soit à cause des problèmes chroniques qu'ils peuvent remporter, mais déjà à cause de la maladie et surtout des complications évitables aussi de ces maladies par l'influenza, on doit vacciner. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse avec ce carton-là où on peut et doit utiliser chaque occasion qu'on rencontre une personne âgée pour favoriser la vaccination chez cette catégorie d'âge. Merci, merci encore. Un grand merci, Dr. Fulop. C'était vraiment très intéressant. Et je vous remercie. Et maintenant, on va passer à notre prochain panéliste, le Dr. Aymon. Donc, Dr. Aymon, malheureusement, a des problèmes de connexion. Je pense qu'il va pouvoir se joindre à nous uniquement par téléphone. Donc, vous n'aurez pas son visage, vous allez avoir ses diapos, mais pas son visage. Et n'oubliez pas d'écrire vos questions là, dans la section destinée à cette fin. On va avoir l'occasion de demander à nos panélistes tout à l'heure. Ah, ben Dr. Aymon, il va pouvoir se joindre à nous. Donc, excellent. Je vous laisse la parole, Dr. Aymon. Merci, Yannick. Navré pour les problèmes de connexion, la technologie étant ce qu'elle est. Je vais aller dans un petit bout différent de mes deux collègues qui vous ont présenté principalement sur les bénéfices de la vaccination. En tant que médecin de première ligne, principalement, et urgentologue, je vais vous parler un peu des concepts qui sont chers à notre gestion et à la prise en charge des patients avec vaccination ou non-vaccin à l'urgence et en première ligne. Alors, je vais demander, can you advance the slide, please? Alors, la raison pour laquelle on pense que la vaccination pourrait nous aider, principalement en première ligne, c'est qu'on ne veut pas avoir deux virus en même temps. En effet, quand vous regardez actuellement ici les données de l'an dernier qu'on vous présente, c'est sur l'influenza. Donc, on voit très bien un pic d'influenza qui commence vers la fin novembre et qui va finir vers mars. Et, can you advance the slide? Et la phase 1 de COVID qu'on a vécue l'année passée était à la fin du pic d'influenza. Et donc, on n'a pas eu l'occasion d'avoir le chevauchement des deux et de se présenter en première ligne avec soit une influenza ou soit un syndrome de COVID. Next. Ici, c'est les données québécoises. Vous aviez initialement avant les données canadiennes. Quand on regarde les données québécoises, on voit très bien où que l'influenza commence, peu importe le type, l'influenza A ou B, en novembre et va monter graduellement pour atteindre son maximum juste après les fêtes. Next. Encore une fois, ce qu'on voit même ici dans ces données l'an dernier, durant la phase 1, que les données d'influenza ont presque été tronquées tellement qu'il y avait de l'influence de la COVID. Et donc, ce qui est important pour nous, et ce que nous allons voir dans la prochaine diapositive, next, c'est que l'influenza se ramasse dans tous les milieux. Et si vous regardez attentivement, c'est les mêmes milieux que la COVID. C'est un virus similaire. Donc, les patients que nous avons actuellement qui viennent des milieux communautaires de COVID pourraient aussi être touchés par l'influenza. Et donc, un vaccin et une couverture vaccinale pourraient nous aider grandement
pour s'assurer qu'on a une diminution à la fois de la présentation des syndromes grippaux qui pourraient être soit de l'influenza ou de la COVID. Next. Next encore. Ce qui est le plus important ici à noter, je pense, pour bien confirmer qu'il faut prendre le vaccin, c'est vraiment la population vulnérable pour les hospitalisations. Les données ici sont très claires. Les données canadiennes nous montrent que l'influenza l'an dernier, l'hospitalisation était le plus important pour les patients qui avaient 65 ans et plus, et c'était comparable aux plus jeunes qui ont de 0 à 4 ans. Donc, les deux groupes les plus vulnérables sont les tout petits et les plus âgés de 65 ans et plus. Et ce taux d'hospitalisation-là, c'est une influence importante pour les services de première ligne, car il y a déjà une pression, comme vous le savez, que vous voyez dans les médias, sur le système avec la COVID-19. Et cette hospitalisation due à l'influenza que nous avons vécue l'an dernier va s'ajouter à la COVID-19 si on n'a pas une couverture vaccinale suffisante pour les populations vulnérables. Next. Qu'en est-il aux urgences? Je donne mon point de vue très clinicien et aussi en tant que chercheur dans les services de première ligne. C'est important pour nous aux urgences, comme le mentionnait le présentateur précédent, c'est que si vous avez le vaccin, il est peu probable que vous allez avoir nécessairement l'influenza. Donc, c'est plus facile pour un intervenant de première ligne avec un patient qui a un syndrome grippal de se concentrer sur les possibilités diagnostiques qui incluent principalement le coronavirus quand que l'influenza est exclue. Sinon, aux urgences, nous allons être pris avec le même problème et le même dilemme qui est de savoir est-ce une influenza ou une COVID-19 si nos taux de COVID-19 persistent. Next. En effet, à l'urgence, ce que nous voyons souvent, c'est les complications de la grippe. Beaucoup des événements reliés à l'influenza, la plupart des patients vont pouvoir rester à la maison, être traités chez eux. Mais ce que nous allons voir et ce qui a été démontré par mes collègues, c'est beaucoup de pneumonies virales, des pneumonies bactériennes, parfois des bronchites virales et bactériennes. On peut voir des sinusites et des infections même au niveau cérébral. Next. On peut alors aussi avoir des patients vulnérables qui se présentent avec la déshydratation par absence d'apport liquidien ou absence d'apport de nourriture, vomissements et diarrhée qui entraînent aussi une déshydratation, et parfois aussi des syndromes de faiblesse qui font que les patients sont consultés dans les services de première ligne ou des urgences. Next. Et quand ça va plus loin, quand les complications sont plus importantes, comme certains de mes collègues l'ont mentionné, on peut avoir des chutes de pression ou des instabilités des signes de vie et aussi présenter des insuffisances respiratoires. Et donc, à l'urgence, si nous devons toujours naviguer entre la présence d'un influenza et d'un COVID-19, ça va faire en sorte que les patients vont devoir avoir des séjours de soins un peu plus compliqués. Next. Alors, pourquoi se faire vacciner? C'est pour éviter le chevauchement. Alors, ici, je vais vous faire une courte démonstration sur le graphique que nous avions précédemment, à savoir, voici la distribution de l'influenza de l'an passé. Next. Alors, nous sommes actuellement dans une phase 2 de COVID. Et si on superpose la courbe actuellement des phases 2 de COVID pour le même niveau, next, on voit que tranquillement, cette courbe suit de façon même similaire, à près de chose près approximativement, à ce que l'influenza l'était l'an passé et même est un peu pire. Et si cette courbe que nous avons, la COVID plateau, next, on va retrouver une ligne qui est alentour du 1500 patients de nouveau par jour. Mais si l'influenza s'ajoute dans les prochaines semaines et prochains mois et qu'elle frôle ce qu'elle était l'an passé malgré une couverture vaccinale, nous allons voir un niveau augmenter et le plafond va être encore plus haut. Next. Comme vous le voyez, cette courbe va grandement augmenter jusqu'à du 3000 patients par jour ayant un symptôme grippal qui est soit de l'influenza ou de la COVID. Donc, c'est pour ça qu'il est important de mon côté, en tant que clinicien de première ligne, d'avoir cette couverture vaccinale de l'influenza pour nous permettre d'éviter d'augmenter la pression sur un système en ayant beaucoup de gens avec un syndrome grippal. Next. Alors, si vous voulez suivre l'information sur la grippe, vous pouvez toujours aller au ministère de la Santé et vous inscrire pour avoir l'infolette et voir l'évolution. Ça peut vous aider à mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'il y en est entre la grippe et les phénomènes de la COVID et suivre son évolution. Et en dernière diapositive, next.
je pense que le vaccin grippal pourrait, d'un point de vue d'un clinicien de première ligne, éviter possiblement d'avoir 2 syndromes grippaux qui se chevauchent et créer un parcours et des trajectoires de soins plus compliqués pour les patients, éviter des complications nécessitant une hospitalisation, surtout aux personnes vulnérables, et éviter des consultations en urgence dans un contexte de COVID. Et je pense que ce dernier point est très important. Les patients qui se présenteront avec des syndromes grippaux qui sont de l'influenza seront probablement dirigés dans les mêmes sections que les patients potentiellement COVID. Et donc, il faut penser à la contamination croisée potentielle qu'on veut éviter aussi et qui est désagréable, et donc à s'assurer justement qu'il n'y a pas ce phénomène-là, comme on voit actuellement, quand malheureusement, les mesures même de distanciation ou les mesures du port du masque ne fonctionnent pas à 100 %. Et maintenant, je vais redonner la parole à Annick, notre modératrice, et je vais pouvoir prendre vos questions. Merci beaucoup, Dr. Raymond. C'était vraiment très parlant de voir les deux courbes qui se chevauchent. Moi, ça m'amène à me demander, est-ce qu'une personne, on voit ça au niveau populationnel, chacun des personnes qui ont participé au webinaire, nos présentateurs, pouvez-vous montrer vos beaux visages pour notre auditoire? Merci. Donc, c'est ça, je me demandais, moi, vraiment naïvement, est-ce qu'une personne peut avoir les deux problèmes en même temps, les deux virus? Puis si oui, est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça va donner? Est-ce quelqu'un qui veut répondre? Levez la main. Et théoriquement, on peut bien penser que oui, pratiquement, je ne sais pas du tout si ça peut se faire parce que à cause du système immunitaire et tout, c'est un peu plus compliqué. Mais théoriquement, certainement que les gens pourraient avoir parce que c'est deux types de virus qui est complètement différent. Ah oui, OK. Bon, fait que, oui, Dr. Gay? Oui, par contre, ce qu'on a constaté avec la première vague, c'est que quand la COVID a commencé à circuler beaucoup, il est arrivé en même temps les mesures de confinement. Donc, ça fait en sorte que ces mesures-là la circulation de l'influenza s'est éteinte. Donc, on n'a probablement pas eu peu ou pas de cas de personnes qui ont eu les deux infections en même temps. Donc, c'est difficile d'en parler parce que justement, ça a moins circulé. Puis encore, comme je vous l'illustrais tantôt, même si on est avec une deuxième vague avec beaucoup de cas, l'influenza ne circule pas beaucoup pour l'instant. Donc, alors, pour compléter ce que Dr. Fulop disait, oui, théoriquement, ce n'est pas impossible, mais on n'a pas ou peu vu de cas avec les deux infections. Merci beaucoup. Dr. Raymond, vouliez-vous réagir aussi? Non? Ça va? Donc, il y a déjà notre auditoire, là, je vous invite à écrire vos questions dans la section questions et réponses dans le bol. Il y a une personne qui a posé une super bonne question. Sur les 4 vaccins qui ont été identifiés, lequel avons-nous eu cette année et que couvre-t-il? Dr. Gay? Vous voulez dire par rapport. Bon, donc, les 4 vaccins que j'ai nommés, les 4 sont disponibles au Québec, puis dépendamment, bon, il y a une question de quantité de doses, la distribution des vaccins est organisée. Bon, je sais qu'il y a une certaine. Je pense que c'est il me semble que c'est le quadrivalent, il me semble qu'il était une certaine quantité de doses qui a été fournie en CHSLD à cause du nombre de doses, justement, qui couvrait le nombre de personnes en CHSLD. Mais autrement, les 4 vaccins sont disponibles, puis ça dépend des régions ou de la distribution du vaccin. Là, je vous parle pour le Québec. Au Canada, ben, c'est que les achats de vaccins se font via le fédéral. Donc, après ça, par la suite, il y a une distribution dans les provinces et puis c'est en fonction de toutes sortes de critères plus pratiques, mais en principe, les vaccins sont pas mal équivalents. Donc, bon, puis évidemment, on essaie de réserver les vaccins qui sont les plus immunogènes, donc les vaccins qui génèrent une meilleure réponse pour le système immunitaire, pour les clientèles dans les CHSLD ou les personnes plus vulnérables. Merci beaucoup. Je crois que dans les CHSLD, c'est le high dose, oui, c'est ça. Donc, oui. Donc, c'est ça, le quadrivalent high dose qui a été implémenté cette année dans toutes les CHSLD. Merci beaucoup. On aurait une autre question ici. Le vaccin, est-ce qu'il est sécuritaire? Est-ce qu'il peut donner la grippe? Comme Dr. Fulop vous l'a dit, le vaccin ne contient aucune particule vivante.
Donc, bon, par opposition à d'autres sortes de vaccins, il y a des vaccins qui sont vivants. Par exemple, le vaccin contre la rougeole, c'est un vaccin vivant, donc on ne peut pas. Bon, on veut pas. L'idée avec un vaccin, c'est de jouer un tour à notre système immunitaire, de lui faire croire que c'est le vrai virus, mais donc notre système immunitaire réagit. Et puis, quand le vrai virus arrive après, bien, il est prêt pour le combattre. Donc, puis particulièrement pour le vaccin contre la grippe, ce n'est pas un vaccin vivant. Donc, on donne quelque chose qui ressemble au virus, assez pour que notre système immunitaire pense que c'est le virus, donc il est prêt à réagir. Puis quand le vrai virus va circuler, bien là, si on l'attrape, bien, le système immunitaire va être prêt, puis on ne va pas avoir la maladie. Donc, tout ça pour dire que le vaccin, ce n'est pas un vaccin vivant, donc c'est impossible d'avoir la vraie maladie avec la vaccination. Bon. Il y a par contre, comme Dr. Fulop l'expliquait, il est possible d'avoir des manifestations après la vaccination parce que c'est normal. On donne quelque chose à notre système immunitaire pour lui dire hey, on fait croire à notre système immunitaire que c'est la grippe, même si ce n'est pas le vrai virus. Donc, c'est normal que le système, qu'on réagisse, qu'on ait des symptômes, mais on n'aura jamais la grippe, on n'aura jamais le vrai virus. Donc, si notre système immunitaire réagit, puis on a des manifestations après la vaccination, c'est pratiquement une bonne chose. Ça veut dire que notre système immunitaire est en train de se préparer, puis est en train de préparer ses anticorps pour pouvoir réagir quand la maladie va arriver. Merci beaucoup, Dr. Yeh. La personne qui avait posé la question pour savoir lequel des vaccins on aurait cette année, elle se demandait comment savoir lequel elle va recevoir quand elle va aller, mettons, dans son CLSC. Donc, est-ce qu'il y a le moyen de savoir, d'avoir cette information-là? Oui, bien sûr, on peut le demander. Puis habituellement, on remet une feuille et puis on explique le vaccin qui a été administré, bras gauche, bras droit. Donc, habituellement, on explique, on dit quelle est la sorte de vaccin. Une autre bonne question que je vais reformuler un petit peu, là, j'espère que la personne ne va pas m'en vouloir, mais est-ce qu'il y a parce qu'étant donné l'importance que la population actuellement se vaccine pour la grippe, qu'est-ce qui est prévu pour faire de la promotion du vaccin? Est-ce que ça va passer à la télé? Est-ce que le gouvernement est en train de réfléchir à ça? Ça a l'air d'être crucial, là, vraiment, les diapos du docteur Raymond étaient vraiment éloquente pour montrer les dangers qu'on superpose les deux pandémies. Là. Est-ce qu'il y a des activités prévues pour faire la promotion de la vaccination dans les grands publics, dans les médias? Tu sais, comme cette présentation-ci, là, on devrait la diffuser. La personne dit qu'on devrait la diffuser à la télévision. Êtes-vous au courant? Bien, si je peux me permettre, bon, je ne veux pas prendre trop de place, mais même si je suis bien... Vous êtes à la santé publique, donc oui, même si je suis bien bavarde, bien, il y a évidemment des campagnes à l'échelle plus locale et régionale. Et puis, je peux vous dire que les rendez-vous de vaccination sont déjà presque tous pleins. Donc, il y a déjà beaucoup de bouche à oreille qui se fait. Il y a eu des capsules dans des médias aussi peut-être plus régionaux par rapport à la vaccination contre la grippe. Peut-être que dans les grands médias, bon, il y a évidemment des coûts importants qui sont associés à ça. Puis je pense que le gouvernement, présentement, met plus ses billes et ses sous par rapport à la protection par rapport à la COVID. Mais il y a aussi quand même des campagnes. Et puis le ministère de la Santé a fourni du matériel promotionnel, affiches, dépliants et tout ça au point de vue plutôt plus au niveau des établissements, des CLSC, des CIS et des CIUS. Mais pas à la télévision, donc. Bien, j'en ai pas vu, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour regarder la télé. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler spécifiquement, mais je ne sais pas si vous en avez entendu des messages dans les médias. Dr. Fulop, oui? Oui? Ben, c'est que, oui, toutes les études que j'ai vraiment connaissance ont montré que même si on passe beaucoup de publicité dans la télévision, ça ne veut pas faire augmenter la volonté des gens de se faire vacciner. C'est un coup d'épée dans l'eau. Par contre, toutes les études montrent qu'à peu près 92-93% des gens se sont fait vacciner quand les professionnels ont fait la promotion. Et ce n'est pas juste des médecins, mais ça comprend des infirmières, ça comprend des ergothérapeutes, ça comprend des pharmaciens.
peu importe qui, mais qui a un lien avec le système de santé, recommande la vaccination, peu importe quelle vaccination, contre le pneumocoque, le zona ou la grippe, les gens sont très enclins de le prendre et surtout s'ils peuvent démontrer que eux-mêmes ou leur famille ont eu la chance ou la volonté d'avoir le vaccin, les gens sont très volontaires pour l'avoir. Autrement, juste de l'entendre comme ça, malheureusement, nos succès ne sont pas énormes. Mais Il nous, faut on peut être faire astucieux. énormément de choses pour que les gens se fassent vacciner. Merci beaucoup, Dr. Flop. Puis là, je vois le temps qui file. Il nous reste peut-être 5 minutes. J'aimerais peut-être, il y a une autre question dans le chat que je voudrais prendre parce que je trouve ça intéressant. Ça fait la suite de ce que vous êtes en train de dire. Donc, est-ce qu'il y a des personnes âgées qui sont réticentes à la vaccination? Est-ce que vous croyez que la désinformation joue un rôle là-dedans? Puis, si, par exemple, il y a des professionnels de la santé qui sont dans l'auditoire, qu'est-ce que vous suggérez pour les aider à faire la promotion de cette pratique-là? Docteur Raymond, aviez-vous quelque chose que vous pourriez donner des trucs là-dessus? Ou? Bien, je pense que le meilleur truc, c'est de dire qu'on est vacciné. Hein? Je suis vacciné moi-même, donc j'encourage les professionnels de la santé qui y sont à faire la promotion et à le prendre à chaque année, là, et le mentionner à ce moment-là à leurs patients. Je pense que c'est la meilleure solution en clinique. Là. Est-ce que vous avez connaissance des patients âgés qui sont réticents à la vaccination, puis pourquoi? J'avoue que dans mon contexte de l'urgence, souvent j'ai des patients qui demandent d'être réticents, mais sont souvent malades. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moyen ou le bon moment pour en parler. Il faudrait plus voir en prévention s'il y a des gens qui Docteur sont Flop, déplacés. aviez-vous comme... Avec quelque chose, je laisse. Bien, on parle beaucoup du phénomène d'hésitation vaccinale, donc d'hésitation envers la vaccination, et c'est un phénomène qui est généralisé à l'échelle canadienne. On considère à peu près le tiers de la population qui hésite, qui a déjà hésité, et cette hésitation-là prend différentes formes. Les gens hésitent, se font vacciner quand même, d'autres gens hésitent puis ne se font pas vacciner du tout. Et la meilleure chose à faire par rapport à une personne qui hésite, c'est de d'écouter pourquoi, d'essayer de comprendre pourquoi cette personne hésite et d'essayer de l'accompagner dans ses hésitations et de pas essayer de convaincre à tout prix, mais plutôt d'accueillir l'hésitation et de travailler avec cette hésitation-là. C'est ce que la littérature montre de toute façon. Ah, ce sont de sages paroles. C'est bien parce que dans le fond, le point de vue de chacun il est bon, puis s'il faut l'accueillir, en effet. Donc, je vous remercie à tous les trois de votre participation à ce webinaire. Merci beaucoup de votre générosité et merci aussi à notre auditoire d'avoir participé en ce grand nombre. On est vraiment heureux. Et je voudrais juste vous indiquer en terminant que les vidéos de ces présentations vont être disponibles sur le site Internet de CFN, du réseau canadien sur la santé aux personnes fragilisées. Et donc, vous pouvez le transmettre ensuite à vos proches ou à n'importe qui. Donc, vous pouvez transmettre ces vidéos-là par la suite. Donc, je vous remercie. Et Jeannette, je ne sais pas si vous vouliez conclure ou si c'est moi qui concluais, mais... C'était bien, merci beaucoup. Tu peux conclure. D'accord, donc merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne vaccination, tout le monde. Merci, c'était très intéressant. Merci. Merci.